Donc effectivement, je vais vous parler de diffusion d'informations en pair à pair et à l'aide de techniques épidémiques. Alors, je vais commencer par dresser un petit panorama de ce qu'est le pair à pair aujourd'hui. Vous illustrez la diffusion épidémique en vous parlant de la diffusion d'un virus et vous montrez ensuite comment les deux peuvent se marier. Alors, le pair à pair aujourd'hui, eh bien, le pair à pair, c'est un principe d'organisation des systèmes informatiques qui est extrêmement simple. Pour le comprendre, on peut le contraster avec le principe classique antérieur d'organisation des systèmes informatiques, qu'est-ce qu'on appelait l'architecture client-serveur, qui est utilisée pour tous les téléchargements de pages web ou de podcasts dont vous avez l'habitude, et qui consiste juste à aller chercher le service auprès d'un serveur. Donc, les clients vont tous chez le serveur. Alors, ça marche très bien. Sauf qu'on peut être victime de son succès dans cette architecture. Si on a trop de demandes, il faut redimensionner le serveur. On peut avoir des baisses de performance ou une saturation sinon. Donc, c'est un petit peu lent. Donc, l'approche pair à pair va consister à mutualiser les ressources des clients qui viennent demander un service. Donc, on a quelqu'un qui arrive, qui demande un fichier. Maintenant, il peut le redonner. Donc, on a doublé la capacité de service. Et quand quelqu'un d'autre arrive, il peut prendre le fichier de celui qui vient d'arriver, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'on a une capacité qui augmente au fur et à mesure qu'on a une demande qui augmente pour le système. Donc, c'est aussi simple que ça, le pair à pair. C'est juste une mutualisation des ressources, c'est pas plus que ça. Alors, est-ce que ça vaut la peine qu'on en discute ? Peut-être, si on regarde ce graphique qui nous montre le trafic écoulé sur l'Internet. Donc, il y a une petite extrapolation pour aller en 2008. En 2008, aujourd'hui, on peut dire sans trop se planter que 80% du trafic de l'Internet, c'est du trafic pair à pair. Ça a commencé à décoller entre 1999 et 2000 et c'est allé très très vite. Et le trafic du web est en dessous des 20% maintenant. Donc, ce qui circule sur l'Internet aujourd'hui, c'est essentiellement des gros fichiers échangés par des systèmes pair à pair, des fichiers de films essentiellement, ou des fichiers audio aussi, mais qui sont négligeables en volume. Donc, ça vaut peut-être la peine d'essayer de voir quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre et les évolutions naturelles de ces systèmes pair à pair. Alors, le pair à pair a forcément une réputation sulfureuse parce qu'aujourd'hui, il est utilisé essentiellement pour pirater du contenu. Les fichiers qui circulent, qui font l'essentiel du trafic Internet, sont des fichiers de films piratés. Donc là, j'ai mis une capture d'écran d'un de ces moteurs de téléchargement qui s'appelait eDonkey. Donc on voit des petites entrées qui vous disent à qui vous téléchargez des films, auprès de qui. Et puis, vous avez en dessous les gens qui téléchargent chez vous. Donc, vous avez les deux informations, à qui vous donnez et à qui vous prenez. Donc, ça, c'était la préhistoire, si on veut, des systèmes pair à pair, où manuellement, on décidait où on allait chercher un fichier. On disait, je vais le prendre chez un tel et un tel. Apparemment, ils ont le fichier. Et ça a été considérablement accéléré par un moteur qui s'appelle BitTorrent, qui automatise tout ça. Donc, on va décider pour nous. Le moteur va décider pour nous où chercher le fichier qui nous intéresse. Donc forcément, les studios de cinéma n'aiment pas trop cette activité de piratage. Alors, ils essayent de polluer les systèmes pair à pair. Ils injectent des mauvaises copies de films. Un film qui commence normalement, ils le vendent comme le bon film, et puis la qualité se dégrade, ou ça devient complètement autre chose, et donc ça va gêner a priori les usagers du pair à pair. Mais bon, ce n'est pas très efficace comme contre-attaque. Il y a un autre type d'industriels qui sont assez soucieux du pair à pair, sont les fournisseurs d'accès à l'Internet et les opérateurs de réseau. Forcément, ça complique la gestion de leur réseau d'avoir autant de trafic qui circule dû à ces systèmes. Donc, par exemple, Telefonica, on m'a donné des chiffres, 95% de leur trafic dans leur réseau national espagnol, ce serait du pair à pair. Donc, c'est beaucoup, il faut le gérer. Il y a un opérateur de câble américain, Comcast, qui a empêché ces derniers mois l'accès à BitTorrent de ses utilisateurs, par ses utilisateurs, d'une manière assez détournée, insidieuse. Donc il y a eu tout un débat. Est-ce que ce câble opérateur avait le droit d'interdire ses clients, de leur interdire l'accès à BitTorrent ou l'utilisation de BitTorrent ?
D'ailleurs, il y a toute une polémique en ce moment au Parlement américain qui porte sur la neutralité d'Internet. C'est la question de savoir si les opérateurs ont le droit de dire « ça, c'est du trafic qui ne me plaît pas, je vais le bloquer, celui-ci, je vais le laisser passer », ou alors est-ce qu'ils doivent être neutres et laisser passer les paquets indifféremment et être uniquement des fournisseurs de tuyaux pour le trafic. Donc, il y a des arguments pour et des arguments contre. Donc, il y a des acteurs économiques puissants qui sont contre le pair à pair actuellement. Mais selon moi, c'est un épiphénomène. Le pair à pair est là pour rester. Alors, la raison en est très simple, c'est que la mutualisation des ressources, c'est quelque chose qui est efficace. C'est beaucoup plus efficace économiquement d'utiliser les ressources des utilisateurs que de tout concentrer chez les serveurs. Donc, ça va être incontournable. Ça ne va pas disparaître pour le partage de fichiers. On va sans doute trouver un mode de légalisation de téléchargement. Il y a une autre application qui est en train de démarrer très rapidement, c'est la vidéo à la demande. Donc on télécharge un fichier vidéo, mais on veut le voir au fur et à mesure qu'il est téléchargé. Donc on peut s'attendre à ce que d'ici 2 ans, les contenus vidéo que vous consommez chez vous vont venir de l'Internet par des réseaux pair à pair. Puis il y a une troisième application, toujours sur les flux vidéo, c'est la diffusion en temps réel. Si vous avez un match de foot ou un événement qui se passe à l'instant T, vous voulez le visionner chez vous, vous pouvez utiliser du pair à pair pour récupérer le flux vidéo et visionner ça en temps réel. Donc c'est la télévision, mais sur Internet et en pair à pair. Donc il y a des systèmes qui existent. Là, j'ai montré une capture d'écran. Il y a plein de chaînes chinoises. Quand il y a une Coupe du Monde de foot, on peut trouver les matchs de foot retransmis en temps réel sur ces systèmes-là. Donc ça existe, ça démarre et ça va aller de plus en plus vite. Alors c'est sur cette troisième application que je vais passer un peu plus de temps, donc la diffusion en temps réel d'un flux vidéo. Alors qu'est-ce que la diffusion épidémique a à voir là-dedans ? Eh bien, elle va nous permettre de faire de la mutualisation de ressources de manière efficace. Alors on va regarder déjà un exemple de diffusion d'un virus. Alors, c'était un virus qu'on a appelé Code Red, qui s'est propagé sur l'Internet en 2001. Et en quelques heures, il a corrompu toutes les machines qui étaient susceptibles d'être corrompues. Alors, comment ça marche ? Eh bien, une machine infectée choisit au hasard une adresse IP et essaye de corrompre la machine qui se trouve, qui répond à ce numéro-là. Donc, si elle était déjà infectée, il ne se passe rien de plus. Par contre, si elle ne l'était pas, elle le devient. Elle se met, elle aussi, à chercher à infecter d'autres personnes et il y a une réaction en chaîne. Alors, ça, c'est une petite animation, c'est sympathique, mais là, on a un truc plus quantitatif. Donc, ici, on a une courbe bleue qui nous dit à quelle vitesse ça s'est propagé. Donc, en quelques heures, on a eu cette propagation en forme de S et on a infecté tous les gens qui pouvaient l'être. Et en rouge, donc ça, c'est un modèle mathématique que les gens qui ont fait ces observations ont mis au point. Ils étaient ravis d'avoir trouvé un modèle qui collait si bien aux données. Et puis, ils ont fait une petite recherche bibliographique. Et en fait, c'est un modèle qui s'appelle le modèle logistique et qui date de 1838, où un Belge, François Verhulst, l'avait développé pour prédire l'évolution des populations humaines. Donc ça, c'est pour l'histoire. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir que ça croît exponentiellement vite dans une première phase. Et si on avait des virus qui communiquaient entre eux, qui disaient « moi j'ai déjà infecté là-bas, c'est pas la peine d'y aller, va plutôt chercher ailleurs », on aurait exactement la même vitesse d'infection dans une première phase, on irait plus vite dans une seconde phase, mais globalement, on n'irait pas plus de 2 fois plus vite. Donc on va très très vite en faisant de l'épidémique pour infecter, contaminer un ensemble de machines sur Internet. Donc on a un temps d'infection optimal, si vous voulez. Alors, comment on va utiliser ça maintenant pour diffuser un flux vidéo sur Internet ? On va avoir une source de données qui paquetise les informations et puis elle va décider d'envoyer un paquet. Elle va choisir une cible. Donc, elle choisit une cible, elle choisit quel paquet envoyer. Et puis, les autres, ensuite, font de même. Alors, c'était animé normalement, c'est pas grave. Donc, on a exactement le même mécanisme, sauf qu'on a un choix à faire entre quel paquet, pour décider quel paquet on va envoyer, en plus de choisir le nœud cible.
Donc on a bien quelque chose d'épidémique. C'est un peu plus complexe parce que maintenant chaque paquet se propage de manière épidémique et puis il est en compétition avec les autres puisqu'ils ils vont être expédiés en utilisant la même ressource de communication des machines. Alors pourquoi est-ce qu'on veut faire une approche épidémique? Eh bien, une approche centralisée est complètement inopérante pour faire ce genre de système, parce qu'on parle de populations d'usagers qui vont du millier au million. Bon, ça c'est gérable en centralisé, si le système ne change pas trop. Mais seulement ce sont des systèmes extrêmement dynamiques où on va regarder une chaîne, on va aimer ou ne pas aimer, on va changer. Donc on va se déconnecter, se reconnecter et garder une vision cohérente du système à un instant donné, c'est complètement impossible. Au contraire, l'approche épidémique est complètement décentralisée, repose sur des algorithmes très simples, donc on évite ce problème. Et ce qu'on va voir, c'est que c'est extrêmement efficace en termes de débit et délai, qui sont les deux métriques qui nous importent pour cette application. Et la preuve de l'intérêt de cette approche épidémique, c'est que tous les systèmes qui sont déployés aujourd'hui sont de type épidémique. Alors le scénario dont je veux vous parler pour illustrer ces points-là, c'est un scénario qui est assez réaliste quand on pense à comment on accède à l'Internet aujourd'hui. On va supposer qu'on a des contraintes d'accès uniquement, donc on peut envoyer un paquet vidéo par seconde, mettons, dans l'Internet. Et puis on va supposer que le réseau est tellement bien dimensionné que c'est la seule contrainte. Alors dans ce cas-là, clairement, on ne va pas pouvoir diffuser à plus d'un paquet par seconde. Et puis, on ne va pas pouvoir avoir des délais qui sont en dessous du logarithme du nombre d'usagers, puisque un paquet qui se trouve à un instant T chez un certain nombre d'usagers, l'instant T plus 1, il va avoir au plus doublé le nombre d'endroits où il se trouve. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Alors, si on faisait du centralisé, on pourrait essayer de faire un truc comme ça. On pourrait essayer de construire une belle structure très symétrique et on enverrait selon un arbre. Donc, on a déjà vu des graphes. Là, c'est un graphe particulier, c'est un arbre. Donc, la source envoie un paquet à quelqu'un à gauche, qui l'envoie à deux descendants, qui l'envoie à 4 descendants, etc. Et puis, finalement, ils envoient à tout le monde, à la moitié du monde à droite. Et on peut faire la même chose avec d'autres paquets. Donc ça, c'est une solution centralisée avec une structure très, très symétrique, très, très efficace, qui nous permet de diffuser au bon débit et au bon délai de manière optimale. Mais le problème, c'est que si on plante une machine, on a une partie du réseau qui n'est plus configurée. Il faut reconfigurer ces arbres. Donc ces approches très structurées ne fonctionnent pas. Alors une approche décentralisée, épidémique, pourrait fonctionner de la manière suivante. Je vais commencer par quelque chose de naïf qui ne fonctionne pas très bien, avant de vous donner des choses qui marchent mieux. Donc on va rester sur une cible, un choix de cible au hasard. Et puis maintenant, on va voir ce qui se passerait si on favorisait l'intérêt de la personne à qui on cherche à envoyer. Donc lui, il veut voir un film dans l'ordre, alors il aimerait recevoir le premier paquet qu'il n'a pas et que l'autre peut lui fournir. Donc ça privilégie son bénéfice direct, son côté client, mais il est aussi un serveur et il y a des bénéfices indirects à lui donner autre chose. Mais si on favorise son bénéfice direct, on peut simuler ce système et on voit qu'on a des belles courbes en S. Les paquets diffusent comme dans le cas du virus informatique, donc ça semble bien. Mais si on zoome, on voit qu'en fait, il y a une interférence très, très néfaste entre ces diffusions épidémiques. Une diffusion ne démarre que quand les diffusions précédentes ont terminé, en gros. On a une préemption, donc on a quelque chose de complètement inefficace. Donc il faut travailler un petit peu plus. Alors si on change maintenant complètement la perspective, on ne s'intéresse pas aux bénéfices directs au receveur. Maintenant, on privilégie le bénéfice global du système en disant, eh bien, le truc qui est sans doute le plus utile au système, c'est le dernier paquet que j'ai, c'est celui qui est sans doute le moins répliqué. Eh bien, là, si on simule ça, on a aussi des belles courbes en S. Elles ne vont pas jusqu'à 100%, donc on rate une certaine proportion des receveurs. Mais par contre, si on zoome, on voit qu'elles décollent très très vite, exponentiellement vite, et puis qu'elles n'interfèrent absolument pas. Donc c'est un meilleur choix de mécanisme. Donc ce qu'on peut montrer formellement là-dessus, c'est que 63% des paquets vont être reçus
en temps logarithmique par chaque utilisateur. Alors, ce n'est pas terrible si on veut voir une vidéo de recevoir seulement une fraction de 63% des paquets, mais si on fait un peu de codage à la source, on peut s'arranger pour que ces 63% de paquets codés nous permettent de retrouver le flux original. On a eu une perte de débit. Au lieu d'être à 100% du débit qu'on peut atteindre, on est à 63%. Et c'est déjà pas mal. Donc on peut faire encore mieux maintenant, juste en interrogeant la cible, parce que là, on lui donnait le dernier paquet qu'on a à l'aveugle. Maintenant, on l'interroge, on lui dit « Ah, le paquet 8, tu l'as déjà? Bon, le 7, tu l'as? Non, ben, je te l'envoie. » Alors là, on a à nouveau des courbes qui sont très resserrées, mais maintenant, on monte jusqu'à 100%. Donc, on a un mécanisme très simple et qui nous garantit apparemment une optimalité en débit maintenant. Donc ça, c'est le zoom. Et bon, on peut montrer ce genre de résultats. Donc ça, c'est un énoncé mathématique. On a un compromis entre le débit et le délai, mais essentiellement, on peut avoir un débit arbitrairement proche de l'optimal avec un délai qui est optimal plus une constante. Donc on peut montrer que ces choses-là marchent. Donc la dernière chose que je voulais mentionner, c'est que c'est extrêmement symétrique, ce système, avec des contraintes à l'accès qui sont homogènes. Le réseau est transparent. Donc ce n'est pas tout à fait le cas de l'Internet. Hein. Les gens ont des capacités différentes. Le réseau n'est pas surdimensionné. Alors, est-ce que ces résultats-là s'étendent à des contraintes plus complexes? On a des validations empiriques, et puis on a aussi quelques résultats plus théoriques. Donc, je vais vous en présenter un sur un modèle de contrainte de capacité en réseau. Donc, on a un graphe maintenant avec des arêtes qui représentent la capacité de transmission d'une machine à une autre. Alors, à quel débit on peut transmettre quand on a un système comme ça? Il y a un résultat combinatoire d'un certain Edmonds qui date de 1973, qui caractérise le débit auquel on peut diffuser dans ce genre de système. Et en fait, ce débit va être égal au nombre d'arbres qui atteignent tout le monde et qu'on peut empiler dans ce graphe, sans excéder les capacités des arêtes. Donc c'est très bien, on pourrait faire en centraliser une identification de ces arbres et puis diffuser des paquets le long de ces arbres. Mais on ne veut pas faire ça, on veut faire de l'épidémique. Alors ce qu'on peut considérer, par exemple, c'est toujours en promouvant l'aléatoire. Quand on ne sait pas quoi faire, on prend des décisions au hasard. Donc là, si j'ai un choix de paquets que je peux envoyer le long d'une arête de mon réseau, eh bien, je vais choisir au hasard l'une de ces arêtes, l'un de ces paquets utiles. Et donc, ce qu'on arrive à montrer, c'est que là encore, on peut avoir un débit de diffusion optimal. On ne sait pas dire grand-chose sur le délai pour le moment, et à vrai dire, la topologie va avoir une implication sur le délai. Si on a un graphe qui est très étendu, le délai va être long, donc ça va jouer un rôle. C'est quelque chose qu'on regarde et qu'on essaye d'élucider en ce moment. Alors, ça reste dans le paradigme épidémique. Hein. On est toujours basé sur des informations locales. On a uniquement à communiquer avec ses voisins dans le réseau et absolument pas avec le reste. Et on a des échanges d'informations qui sont basés sur qu'est-ce que tu as, moi j'ai ça, etc. Donc, ça reste très, très simple. En aucun cas, on ne construit ces arbres pour diffuser le long des arbres. Alors, j'avais prévu de dire un mot sur la façon dont on prouve ce genre de choses pour montrer en quoi les systèmes dynamiques peuvent être utilisés dans l'étude de l'Internet. C'est un système tellement complexe qu'on ne peut pas l'étudier directement. Alors, on fait une renormalisation, on fait un zoom, et on regarde ce qui se passe quand on renormalise le temps et l'espace. Et donc, une trajectoire du système qui, par exemple, montrerait le nombre de paquets qui restent à diffuser, qui sont encore demandés par les utilisateurs, qui est à l'origine extrêmement aléatoire et fluctuante. Si on zoome, on a une régularité qui commence à apparaître. Et en définitive, on va finir par avoir une évolution déterministe. On peut trouver des équations différentielles qui caractérisent comment ça se comporte. Et après, c'est un travail d'analyste. On peut essayer de comprendre le comportement de ces équations différentielles et montrer que ce système caricatural va converger vers un bon point d'équilibre. Après, on remonte au système stochastique d'origine avec toutes ses fluctuations et toute sa complexité. Donc, une chose intéressante à noter, c'est que
cette approche analytique avec des systèmes dynamiques nous permet de retrouver le résultat combinatoire d'Edmonds. Donc, du point de vue méthodologique, on a une preuve analytique d'un résultat combinatoire. Pour les mathématiciens, c'est toujours sympathique d'avoir ce genre de pont entre des sous-domaines. Alors, j'en arrive à la fin de mon exposé. Donc, pour conclure, on a vu la diffusion épidémique permet de diffuser efficacement en termes de délai et débit dans pas mal de scénarios et extrêmement simple à implémenter. Donc, c'est une circonstance où on arrive à réaliser un optimum global en utilisant des interactions locales aléatoires et très simples. Donc, ça doit nous rappeler normalement la physique statistique où on comprend un comportement macroscopique et la façon dont il découle des interactions locales. Sauf que nous, contrairement aux physiciens, on n'est pas contraint par les lois de la physique. On peut inventer des nouvelles règles d'interaction locale. Et puis, on a vu, on tâtonne, et puis on commence par certaines qui ne marchent pas, on les raffine et on finit par trouver quelque chose qui va nous satisfaire. Donc, on a ce levier que les physiciens n'ont pas, ils sont contraints par le monde physique. C'est bien dommage. Donc, comme perspective, il y a encore pas mal à faire pour que ces systèmes marchent au mieux. Mais ça va aller très vite, je pense. Je pense que d'ici 2 ans, comme je disais, toutes les vidéos consommées dans les maisons seront écoulées par l'Internet et par des systèmes pair à pair pour atteindre les téléviseurs ou tous les terminaux qu'on a chez soi. Alors, la vidéo à la demande, c'est quelque chose que j'ai mentionné, qui implique aussi des ressources de communication, comme c'était le cas dans le cas de la diffusion temps réel, et aussi de mémoire, parce qu'on peut mettre en mémoire préventivement une partie des vidéos. Donc on a 2 des ressources clés de l'ordinateur, la communication et la mémoire. Et puis, il y a d'autres applications pair à pair, par exemple les calculs distribués, qui mettent en cause maintenant la mutualisation de la 3e ressource fondamentale des ordinateurs, qui est la capacité de calcul des processeurs. Alors pour le moment, les applications ne sont pas forcément les plus mûres. On a des choses comme essayer de détecter de manière collaborative s'il y a des signaux extraterrestres qui sont envoyés vers la Terre. C'est le projet SETI Atom. Donc c'est peut-être pas ça l'application qui va décoller, mais enfin, on peut faire du pair à pair pour le calcul. Alors une façon d'essayer d'envisager ce qui se passera quand on aura mutualisé les ressources de communication, de mémoire et de calcul de tous les ordinateurs connectés à l'Internet, ben, ce serait la suivante. On peut voir les temps héroïques où on avait des terminaux complètement stupides qui allaient envoyer des instructions à un superordinateur qui faisait tout, les calculs, et qui vous renvoyait ce que vous aviez demandé. Ensuite, on est passé à l'ère du personal computer. On avait quelque chose d'assez puissant pour faire ce qu'on avait envie de faire localement. Eh bien, avec le pair à pair plus l'Internet, on a un hybride. On a des ordinateurs assez puissants qui sont connectés à l'Internet. Mais maintenant, on a aussi, comme dans le cas du superordinateur, on peut agréger toutes les ressources des ordinateurs qui sont connectés à l'Internet. Et donc, on a à nouveau une capacité informatique, un espèce de colosse. Mais cette fois-ci, le colosse, il est à la taille de l'Internet. Donc, on a quelque chose qui a une échelle qui dépasse ce qu'on a connu auparavant. Et c'était là-dessus que je voulais conclure mon exposé. Je vais prendre le micro.